Bon après-midi, Mesdames, Messieurs, pour cette conférence de presse. Cette conférence de presse a été mise en place pour vous parler du chômage partiel ici à Luxembourg et d'autre part de vous faire part des modifications que nous avons effectuées dans le Code du travail dans l'intérêt des salariés. Et troisièmement, je souhaite également être tout à fait transparent par rapport au bilan intermédiaire pour les sociétés qui, sur base de la situation particulière, doivent travailler plus d'heures par semaine. Pourquoi une conférence de presse pour le chômage partiel? C'est tout simple. Malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue, il y a plein de personnes qui sont touchées par le chômage partiel et ces personnes sont particulièrement intéressées à connaître les raisons. Donc il y a plein de sociétés également, des indépendants également, qui nous posent des questions, soit au ministère, soit à l'ADEME. Pas de surprise, parce que la plupart des sociétés n'ont jamais osé rêver être confrontées à ce genre de mesures comme le chômage partiel, donc qui est clairement un instrument contre la lutte du chômage. Donc la presse a également beaucoup de questions et le grand public veut également savoir ce qui se passe avec les fonds publics. À Luxembourg, le chômage partiel a été limité à 2,5 fois le salaire minimum et 80%, on a droit à 80% du salaire brut en cas de chômage partiel. Dès le début de l'état de crise, le gouvernement a décidé que personne ne pourrait avoir moins que le salaire minimum en chômage partiel. Ça veut dire les indemnités qu'on paye se trouvent entre 2142 minimum et maximum 5355 €. Nous sommes bien conscients que pour plein de personnes, ceci veut dire une perte considérable de revenus. Nous savons que ça mène à des situations dramatiques. Certaines personnes ont du loyer à payer, d'autres ont des prêts à rembourser. Ou alors les propriétaires qui comptent sur un loyer qu'ils ne reçoivent pas parce que les locataires n'ont pas les moyens, mais qui d'autre part doivent payer leurs prêts. Il y a une douzaine d'années, notre société nous a aidé beaucoup pour aider les banques et sauver les banques. Aujourd'hui, les banques peuvent intervenir à leur part en allongeant les prêts, en étant un peu moins sévères si une mensualité n'est pas payée. Ce n'est pas seulement un défi moral pour les banques, mais c'est également une question de compréhension économique. Personne n'a un intérêt à ce que tout capote. Le gouvernement sait bien que ce chômage partiel est pour beaucoup d'indépendants et de sociétés qu'une partie de la solution. Ensemble avec les autres mesures que nous avons prises, par exemple la remise à plus tard des impôts, de la TVA, des charges sociales et toute la panoplie de mesures qui ont été prises au ministère de l'économie et des classes moyennes, au ministère des Finances également. Donc, finalement, le chômage partiel va être la plus importante aide directe que les sociétés luxembourgeoises aient jamais reçue. Jusqu'à présent, 370 millions d'euros ont été débloqués. 372 129 189 € précisément. Ceci concerne 9 933 sociétés qui, en tout, pour avril et mars, ont fait 14 728 demandes en tout. Donc cet argent va être débloqué, a été débloqué
bloqué et tout va se trouver au plus tard demain sur les comptes des sociétés. Donc au-delà des 372 millions. Donc, il y a déjà de l'argent qui était le 3 avril sur les comptes, ce qui montre que nous avons durement travaillé à cette nouvelle procédure afin d'amener rapidement des liquidités dans les sociétés. Mais il reste encore un certain nombre de demandes à traiter. Aujourd'hui, 2616 demandes sur un total de 2300 et quelques sociétés, dont un certain nombre doivent encore passer par le comité de conjoncture, donc 1083. Et jeudi prochain, il y aura donc le prochain comité de conjoncture. De plus, encore une autre dépense, donc 32,9 millions se rajouteront si jamais ces 17 226 demandes seront acceptées. Donc ça concerne encore une fois un certain nombre de salaires qui doivent encore être payés. Je veux vous dire qu'en tout, nous arrivons à une somme au-delà de 4 milliards et nous ne sommes pas arrivés au bout de nos peines. Il y a quand même aussi 320 refus par le comité de conjoncture, donc 4,7 millions. Donc essentiellement des sociétés du secteur financier et des assurances, parce que le gouvernement pense que ces secteurs ne sont pas en crise. Et c'est pour ça qu'on a gardé ces demandes-là en suspens. Il se peut que l'une ou l'autre demande soit traitée d'une autre manière si on peut réellement prouver qu'il y a des problèmes. C'est pour ça que les ministres des Finances, de l'économie et du travail, ils sont tous prêts à en discuter avec les acteurs. 370 demandes sont pour le moment encore en suspens. Donc ça concerne 6,1 millions et un certain nombre de salariés, donc 3111. Donc ça dure encore un peu jusqu'à ce qu'on ait tout payé. Donc je veux préciser que malheureusement, une série de sociétés étaient en retard pour le paiement des charges sociales. En général, c'était pratique courante que le comité de conjoncture n'accepte pas de demande si une entreprise a encore du retard de paiement des charges sociales. Donc il y a 531 entreprises qui sont concernées par ceci. Donc, sur base de cette situation, nous avons décidé que nous n'allons pas laisser tomber ces entreprises, mais qu'on donne qu'on enlève donc 10% des aides aux sociétés qui ont 3 mois de retard dans le paiement. Et les entreprises qui ont un retard de plus de 3 mois dans le paiement, il y aura donc une réduction de 20% des aides. Nous avons fait ceci dans l'intérêt des 4456 salariés dont ce n'est pas la faute parce que leur société n'a pas payé les charges sociales. Il s'agit d'un montant de 12,5 millions qui a été payé et pour lequel nous pensons que les sociétés vont résorber le retard. Nous ne l'avons pas fait parce que nous pensons que c'est bien de ne pas payer ces charges sociales. Bien au contraire, c'est inacceptable, tout le monde est d'accord. Mais nous l'avons fait parce que nous n'avions pas de choix dans l'intérêt des salariés et également dans l'intérêt de la survie de ces entreprises et dans l'intérêt de l'économie luxembourgeoise. Donc je suis dans cette position de pouvoir présenter ces chiffres significatifs et je ne peux faire ceci uniquement parce que j'ai le concours de tout le gouvernement quand j'ai proposé d'ouvrir le chômage
partiel à quasi tous les secteurs de l'économie luxembourgeoise, et ceci indépendamment de la survie de certaines sociétés individuelles. Ce n'était pas important pour nous de savoir si l'entreprise en tant que telle est important de survivre pour l'économie luxembourgeoise, mais nous avons regardé chaque société en tant qu'entité entité complète, et je suis contente d'avoir assumé ce point de vue, parce que dans d'autres pays, ça se passe autrement. Dans d'autres pays, on laisse périr les faibles afin de laisser l'opportunité aux plus grands de survivre. Ce n'est pas la voie que Luxembourg a choisie, et nous sommes fiers de cette manière de faire, parce que c'est une manière juste et ça permet la survie de plein de patrons de petites entreprises et de leurs salariés pour qu'ils puissent survivre. Donc à tous aux syndicats, à tous ceux qui ont participé, je les remercie d'avoir bien accueilli ces mesures, même si certaines personnes auraient fait autre chose pour l'un ou l'autre point. Ça nous prouve également que le dialogue social continue même pendant la crise. Le chômage partiel, et ne l'oublions pas, est essentiellement une mesure pour éviter le chômage. Et c'est pour ça que les indemnités proviennent du Fonds de l'emploi. Et c'est par définition que les personnes qui sont prêtes au marché du travail et qui pourraient éventuellement, sous certaines circonstances, travailler pour d'autres patrons. Donc des personnes qui ont le statut de salarié. Donc le chômage partiel est exclusivement pour payer les salaires des personnes travaillant dans les entreprises. Si on fait un autre usage de cet argent, on doit savoir que c'est punissable. Ce serait dans ce cas-là un détournement de fonds publics. La loi prévoit que si on fait une fraude, on doit rembourser. Pourquoi je vous le dis ? Parce que malheureusement, nous avons déjà reçu des premières réclamations de salariés qui soit n'ont reçu qu'une partie de leur salaire ou de l'indemnité à laquelle ils ont dû. Donc parce qu'on leur a dit de venir travailler mais de ne pas pointer, a fait qu'on leur paye 100% de leur salaire. Donc, le patron aurait 100% de performance, mais aurait 80% de salaire de remboursé par le Fonds pour l'emploi. Donc, ça, ce n'est pas une bonne solution et c'est punissable. Mais je veux quand même insister sur le fait qu'il y a très très peu d'entreprises qui fonctionnent de cette manière-là. Donc la majorité des entreprises sont honnêtes et utilisent cet instrument de chômage partiel de manière honnête. Toutefois, sur base des messages que nous recevons, il faut qu'on applique la loi pour ceux qui n'utilisent pas, qui ne se conforment pas aux règles. Donc, je vais mettre un projet de loi en route qui permettra d'augmenter les sanctions pour ceux qui trichent. J'avais dit plus que 372 millions ont été payés en tant qu'avance pour les entreprises. Ces avances sont calculées sur les salaires moyens des entreprises. Donnons un exemple concret. Une société, par exemple, qui a 150 personnes, qui a des coûts salariaux de 600 000 euros, a un salaire moyen de 4 000 euros. La société nous dit 100 sur les 150 personnes doivent être en chômage partiel. Une avance est calculée, donc sur base du salaire moyen, 100 personnes fois 4 000 euros, donc 400 000 euros. Dont 80%, 320 000 euros seront donc payés à la société en tant qu'avance. Dans une deuxième phase, nous sommes bien conscients. Il y aura encore un autre travail pour nos administrations. Donc, ce sera quand on devra faire le décompte. Et pour chaque salarié en particulier, je parlais de 180 000 salaires qui ont été payés, sont concernés par le chômage partiel. Donc, pour chaque salarié,
il faut savoir à quoi il a droit. Donc, combien il a travaillé, combien il a passé en chômage partiel. Donc, combien de personnes sur les 100 qui ont reçu le chômage partiel étaient peut-être en maladie. Il y en a peut-être qui ont profité d'un congé pour raison familiale. Donc là aussi, le patron est indemnisé des avances par une autre caisse. Donc, il est sûr que là, on doit faire les déductions nécessaires à la fin. On peut s'imaginer que devant un tel afflux de demandes et de dossiers, le travail est colossal. On peut s'imaginer qu'avec la vitesse avec laquelle on travaille, il y aura certainement quelques erreurs qui pourront s'y glisser. Il y a des sociétés qui n'auront pas eu assez et il y aura certainement des sociétés qui auront perçu de trop. Ici, on avait le choix. Soit on travaille rapidement, de manière pratique, sans bureaucratie, avec une nouvelle procédure, afin d'acheminer beaucoup de liquidités rapidement dans les entreprises et sauver pas mal de postes, quitte à avoir accepté un certain quota d'erreurs. Ou alors, on aurait pu couper les cheveux en quatre, regarder chaque dossier en détail, ce qui aurait pris beaucoup plus de temps. Donc à ce moment-là, on aurait eu un quota d'erreurs plus faible, mais avec l'inconvénient que des centaines de sociétés ne survivront pas parce qu'une faute de liquidité et il y aurait eu des faillites. Donc c'est de manière très claire et nette et consciente que je me suis décidée pour la première solution avec l'aide, avec le soutien du gouvernement. Et je vais prendre la responsabilité. Mais ce que je ne veux pas prendre comme responsabilité, c'est que les employés de l'ADEME, auxquels j'exprime un grand merci, de même que les personnes du comité de conjoncture qui ont un travail colossal, qui viennent travailler le samedi, le dimanche, les jours fériés, etc., pour que l'argent soit injecté le plus rapidement possible aux sociétés. Je n'accepte pas que de telles personnes soient injuriées dans toutes les langues possibles et que je n'accepte pas non plus que l'ADEME soit attaquée, disant que c'est une administration où l'un ne sait pas ce que fait l'autre. Donc ce serait tout à fait inacceptable parce que ce n'est pas juste. Ce qui est fait, c'est la plus grande action d'assistance pour les entreprises qui n'a jamais été entreprise. L'État prend ses responsabilités en faveur des salariés, des indépendants, en vue au service de notre économie et notre pays. Donc laissez-moi faire une répartition parce que ça a été demandé, parce qu'on nous a demandé ce que c'est par mois. Donc pour le mois de mars, c'était qu'un demi-mois où il y a eu paiement de chômage partiel, parce que la mesure a débuté le 16, donc 163 millions, donc pour 13 000 salaires, donc ça concerne 9 020 sociétés donc, qui ont demandé un dédommagement pour le mois de mars. En avril, nous sommes dans les 7 000 sociétés qui ont déjà reçu les avances, 2,8 millions, et ça concerne 69 et des 1000 salaires. Pour le mois d'avril, j'insiste que tous les chiffres ne sont pas sortis parce qu'on est encore au milieu du mois et les sociétés ont toujours la possibilité de faire leurs demandes pendant ce mois-ci. Et nous pensons que nous allons arriver au même nombre de demandes qu'au mois de mars. Deuxième partie de mes informations, c'est les mesures que nous avons prises dans le Code du travail, pour lequel c'est dans mon champ de responsabilité. Je vous donne un aperçu de toutes les mesures qui ont été prises, tout simplement pour vous montrer que
Nous avons pensé d'une part à nos entreprises, mais nous n'avons pas non plus oublié les salariés. Chacun doit, dans cette situation, être bien conscient qu'il ne faut pas monter une personne contre l'autre, mais ce n'est qu'ensemble qu'il faut travailler pour maîtriser la crise. Cette crise nous a amené à devoir prendre un certain nombre de mesures d'urgence pour protéger les salariés. Tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, nous avons décidé que personne qui est dans le chômage partiel peut avoir moins que le salaire minimum social. C'est une mesure très sociale, mais c'est aussi une mesure dans l'intérêt de notre économie pour maintenir le pouvoir d'achat des personnes. Deuxièmement, nous avons introduit une protection absolue qui existait déjà en partie. Donc, pour toutes les personnes qui travaillent dans les entreprises qui profitent du chômage partiel, toutes les personnes qui travaillent dans ce genre d'entreprise, qu'ils soient eux-mêmes dans le en chômage partiel ou qu'ils travaillent de manière active, ils ne peuvent pas être mis au chômage pour aussi longtemps que le chômage partiel est payé. Troisième mesure, protection contre le licenciement des personnes qui sont en maladie. Normalement, après 26 semaines, le patron peut licencier le salarié. Nous avons prolongé cette mesure pour la durée de l'état de crise. Donc, vous savez, dès que l'école a fermé, donc nous avons vraiment utilisé le congé pour raison familiale d'une manière très large. Cette mesure compte toujours et je pense qu'elle va encore durer pendant un bout de temps. Nous avons pu constater que, vu cette large utilisation de ce congé, le congé a été utilisé largement, c'est bien dans l'intérêt des enfants. Mais d'autre part, il faut savoir que ceci est une charge considérable pour notre budget, et parce que ceci est payé donc par la caisse supervisée par l'autre ministre. Donc le congé pour raison familiale, nous avons également étendu à des personnes ayant des enfants entre 13 et 18 ans. Donc ces enfants doivent être hospitalisés pour qu'on puisse en bénéficier. Également, les personnes au chômage qui ont droit à une indemnité de chômage qui, normalement, pendant 12 mois, nous avons aussi prolongé cette possibilité pour toute la durée de l'état de crise. Les personnes sous contrat d'essai ont également vu augmenter le délai pendant toute la durée de l'état de crise, s'ils n'ont pas travaillé pendant ce temps-là. Par exemple, des gens qui étaient en chômage partiel, donc le contrat à l'essai a été prolongé. Les délais ont été suspendus au cas où il y a un plan social où on attend le résultat. Ceci afin d'éviter pour qu'il y ait une procédure conflictuelle pendant la crise. Nous avons également créé la possibilité pour les gens travaillant dans une société considérée comme essentielle, sortent de la pré-retraite de manière volontaire. Et donc ces personnes-là, on n'enlève pas le salaire de la pré-retraite comme c'est fait actuellement, normalement. Les délais des personnes en procédure de reclassement, c'est la durée pour la visite chez le médecin de travail, etc., a également été prolongée. Personne n'aura donc un inconvénient. Pour le reclassement, nous avons également décidé que les personnes qui travaillent dans les entreprises, mais qui sont en reclassement, ce qui veut dire qu'une partie du salaire est payée par le Fonds de l'emploi, ça s'appelle l'indemnité compensatoire. Si ces personnes-là reçoivent une prime supplémentaire, donc ceci n'est pas déduit de l'indemnité compensatoire, mais ils recevraient pleinement donc cette indemnité.
Comme je l'avais déjà dit, je vais vous faire un petit rapport intermédiaire concernant l'élargissement du temps de travail pour les sociétés, article 3 et article 5, afin que ces personnes puissent travailler après les heures normales. Donc le travail journalier peut être augmenté de 10 à 12 heures et la semaine de 48 heures à 60 heures. Aujourd'hui, nous avons eu 19 demandes, dont 4 ont été refusées. Une est en suspens parce qu'il faut l'avis de la délégation ou du syndicat. 15 demandes ont été considérées comme positives, dont 12 du secteur des soins. 3751 sur 5700 salariés sont dans ce cas. La plupart reviennent du secteur du gardiennage, 260 de beaucoup plus de salariés. Une demande provient du secteur de la gestion des déchets, 8 personnes sur 46. Pour conclure, je vous donnais une note positive. J'avais une conférence vidéo ensemble avec les partenaires sociaux, les différents représentants des fédérations, des artisans, des artisans de différents autres syndicats. Nous avons donc parlé du confinement avec ces partenaires et nous sommes d'accord qu'il ne suffit pas qu'on sorte simplement un guide avec des recommandations pour sur le comportement adapté, mais qu'il faut des règles contractuelles que tout le monde puisse connaître et qui puissent être contrôlées. C'est pour ça qu'il y a un groupe de travail sous la direction du directeur de l'ITM est mis en place pour travailler sur les règles qui vont faire partie du règlement syndical que je présenterai la semaine prochaine. Merci. Première question d'RTL. Beaucoup d'indépendants ne sont pas contents parce que vous dites les riches indépendants comme les avocats et les propriétaires, il ne faut pas les aider. Est-ce que vous pouvez vous excuser pour ceci? Je ne sais pas si c'est une question qu'on doit traiter en premier ici, mais je veux bien y réagir. D'abord, je n'ai pas formulé ceci de cette manière, donc je ne dois pas m'excuser. Je peux m'excuser pour beaucoup, mais pas pour mon opinion, et je ne vais pas le faire. Dans un dans un échange Facebook privé, j'ai répondu à un collègue qui a demandé si un indépendant devait avoir le chômage partiel. Je lui ai expliqué pourquoi ce n'était pas possible. Le chômage partiel, c'est un élément pour éviter le chômage et par définition, seules les personnes qui sont salariées ou qui sont libres pour le marché du travail. Et ce n'est pas le cas pour la plupart des indépendants. J'ai également expliqué que les indépendants, de manière indirecte, profitent du chômage partiel parce que leurs coûts salariaux sont pratiquement entièrement repayés par l'État. Je l'ai exposé maintenant pendant un bon 20 minutes. Et au-delà de ceci, je suis fermement convaincue que ce n'est pas possible qu'il y ait des personnes qui ont gagné plein d'argent pendant longtemps soient considérées de la même manière que d'autres et profitent des moyens publics. Je pense qu'il faut tenir compte de la solidarité nationale et il faut différencier. Ceux qui ont les épaules larges doivent percevoir moins que les autres. C'était ma conviction politique et ça va le rester.
Et voilà ce que j'ai exprimé dans ce message Facebook. Et si quelqu'un se sent attaqué par ça, donc ce n'était pas ma volonté, mais je pense qu'il faut faire la différenciation quand on parle de solidarité nationale. Autre question d'RTL. Les coûts du chômage partiel est énorme pour la communauté. Jusqu'où le gouvernement veut aller, sachant que si ça augmente, après l'État devrait faire des économies et demander des impôts. Je pense que ce n'est pas une question de savoir jusqu'où le gouvernement veut aller ou peut aller, mais c'est simplement une question de nécessité. Dans ce pays, on ne peut pas laisser crever les sociétés de manière consciente. Donc ceci, on ne peut pas le faire. Ça aurait des conséquences sociales lourdes, tant pour les entreprises que pour les salariés qui travaillent. Et je suis très convaincue qu'économiquement, ce serait aussi une mauvaise solution et que ce serait encore plus cher que les aides qu'on donne maintenant. Autre question d'RTL. Quand on est malade, le salarié reçoit 100% de son salaire, alors qu'au chômage partiel, c'est 80%. Vous avez dit que les patrons sont libres de payer la différence, mais vous n'avez pas dit que le nombre des personnes qui sont en maladie a augmenté juste avant le chômage partiel. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là? Je leur dis que le certificat de maladie, c'est quand on est malade. Et tous ceux qui prennent un certificat de maladie sans être malade, il a un petit avantage privé pour lui, mais il fraude par rapport à la communauté. Donc, je ne peux pas soutenir ce genre de pratique. Et je constate de point de vue entreprise que la situation n'est pas aussi dramatique que je ne le pensais. Le président de la FEDI l'a dit, les gens commencent à retourner dans les entreprises. Il faut savoir aussi qu'il y avait des gens qui avaient peur d'aller travailler dans la société et ne s'y sentaient pas bien. Et c'est pour ça qu'ils ont peut-être pris un arrêt de travail. Sachant qu'il y a une facilité pour le moment d'avoir ce certificat de maladie, parce qu'il suffit d'appeler le médecin et d'expliquer ses symptômes et de recevoir avec un peu de chance un arrêt maladie. Mais ce n'est pas la bonne manière, parce que c'est au détriment de la communauté. Question de passer la parole à Magazine. Du chômage aussi partiel aux employeurs privés des travailleuses domestiques afin de protéger un des groupes les plus vulnérables. Je suis contente qu'on me pose cette question. J'ai deux remarques. Contrairement à ce qui a été raconté à l'extérieur, il n'est pas si facile qu'un patron, parce qu'ici il s'agit des dames de nettoyage, ce n'est pas si facile pour un patron de mettre une dame de ménage à la porte. Si une telle personne travaille à la maison, même en tant que ménage privé, il faut payer le préavis. Si la personne a travaillé moins de 5 ans, c'est 2 mois. Si c'est plus que 5 ans, c'est 4 mois de préavis. Et quand c'est au-delà de 10 ans, si je me souviens bien, c'est même 6 mois de préavis qu'il faut payer. Donc, ce n'est pas comme on le dit facilement que plein de gens sont licenciés. Bien au contraire, beaucoup de personnes ont dit qu'ils ont une femme de ménage qui leur a rendu plein de services pendant longtemps et qu'ils ne peuvent pas s'imaginer que cette personne soit licenciée, mais que de leur côté, ils dispensent ces personnes et prennent donc en charge les coûts. Mais je pense que le gouvernement a réagi à cette critique et dans le dernier conseil de gouvernement, nous avons décidé qu'on va rétribuer ces personnes de manière concernant les impôts parce que les personnes ont payé. Donc ça, c'est une nouvelle qui est un peu passée à la trappe parmi tout ça, mais il y a effectivement un plafond, donc un certain montant qu'on peut donc qui sera défiscalisé si on a travaillé, si on a payé cette dame de ménage pendant ce temps-là. Encore une question concernant donc le
patronat demande que les acquis sociaux comme le congé collectif soient supprimés. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous me demandez en tant que ministre du Travail, quand on a discuté des règlements sur le temps de travail, comme j'ai dit tout à l'heure, donc pendant cette crise, c'est possible dans certaines entreprises de travailler 12 heures par jour et 60 par semaine. J'ai dit au même moment qu'une fois que l'état de crise sera terminé, nous reviendrons à l'ancien modèle. Deuxième question de Vox. Après la crise, est-ce qu'on peut encore travailler à diminuer les droits des salariés? J'ai parlé tout à l'heure de la solidarité nationale. Laissez-moi encore parler de ce que notre ministre a dit. Nous n'allons laisser personne sur le carreau. Il faut savoir, dans ce genre de situation, il y a des personnes, si des personnes restent sous la pluie, il y en a qui sont mouillées plus que d'autres. Et je vais vraiment défendre ceux qui sont plus gravement touchés. Nous devons aider les plus faibles de notre société. Et je pense que cette approche est partagée par toutes les personnes du gouvernement. Nous n'allons pas arriver dans une situation où on fera payer ceux qui ne sont pas responsables le moins de la crise. Je le répète, ceux qui ont les épaules larges doivent payer le plus, doivent avoir plus de responsabilités. RTL, vous avez dit que le secteur des finances et des assurances n'est pas en crise et ne devrait pas avoir droit au chômage partiel. Pensez-vous que le secteur de l'immobilier est en crise ou pas? On devrait avoir de l'aide. Le secteur immobilier n'a pas à être exclu des aides, mais je pense que ça vaut une discussion. La radio, toujours, sait-on combien sur toutes les sociétés qui ont dû fermer, il y en a qui ont fait une demande de chômage partiel? Non, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Autre question de la radio. Quelle est la tendance concernant les demandes? Est-ce qu'il y en a de plus en plus ou est-ce qu'il y a une certaine stabilité? Je pense qu'il faut dire qu'au départ, on a été bousculé. Il y avait deux procédures au départ qui a entraîné une certaine confusion. Mais d'autre part, ce n'était pas possible autrement, parce que sinon on n'aurait pas pu injecter l'argent aussi rapidement dans les sociétés. Ça s'est calmé un peu sur base de la nouvelle procédure qui est beaucoup plus transparente, plus rapide et qui facilite le travail de la demande aux entreprises et qui leur laisse un certain temps. Les sociétés savent que s'ils veulent faire une demande pendant le mois d'avril, ils ont donc le temps jusqu'à la fin du mois. Donc, il n'y a plus la pression qu'il y avait au départ. Donc, c'est pour ça que nous n'avons pas de rush comme au départ, mais il y a toujours une augmentation continue. Autre question. Est-ce qu'il y a eu des cas où il y a quelqu'un de dérogé, donc n'a pas tenu compte de l'interdiction de salariés? Je n'ai pas connaissance, mais si nous avons connaissance d'une telle pratique, nous allons donc envoyer l'ITM et ces personnes-là vont perdre les sociétés vont perdre leur droit au chômage partiel. Donc, il y a pour le moment une grande incertitude dans les sociétés pour ces mesures. Mais on dit bien que le chômage pour raison familiale prime sur le chômage partiel. Maintenant, on nous dit aller dans le chômage, aller demander des chômages partiels avant de prendre l'autre mesure. Je ne pense pas que le gouvernement ait appelé et parlé de cette pratique.
d'une famille à l'autre, d'une société à l'autre, ces situations divergent. Il y a des personnes qui ont pris le congé pour raison familiale au moment où la société travaillait encore à fond. Au contraire, il y en a où la société travaille maintenant de nouveau et les gens qui demandent uniquement maintenant du congé pour raison familiale. Donc il n'y a pas eu de précepte du gouvernement. La seule chose que nous avons dit, c'est que ce n'est pas cumulable. Donc c'est évident, celui qui a le chômage partiel ne peut pas encore en plus avoir le congé pour raison familiale. C'est tout à fait logique. D'autre part, nous avons dit qu'une personne qui vit avec une autre personne qui a du chômage partiel ne peut pas non plus avoir le chômage pour raison familiale. Et nous avons mis comme condition, c'est uniquement quand on n'a pas d'autre possibilité de garder son enfant qu'on a le droit à ce congé pour raison familiale. Donc ce que vous venez de nous dire, ce n'est pas des conditions qui viennent de nous. Et il faut différencier d'un cas à l'autre. Question de Luxembourg-Holland, ou deux questions. Première, il s'agit des secteurs où on recourt essentiellement au chômage partiel. Quels secteurs sont en cause ici? Ceux sur lesquels on a déjà discuté tout à l'heure, tous les secteurs qui ont été obligés par le gouvernement de fermer, donc la construction notamment. Donc ça aussi, ce sont des sociétés qui emploient beaucoup de monde. Mais tout le secteur Horeca est également concerné. Il y a beaucoup de personnes, donc je pense que c'est les secteurs essentiels. Autre question du Luxembourg-Holland. Est-ce que vous avez des premières évaluations par rapport donc, aux conséquences de la crise sur les nouveaux demandeurs d'emploi? Pas encore de chiffres, mais j'en ai parlé avec la directrice de l'ADEME. Si on regarde l'évolution à l'étranger et quelles sont les conséquences sur les chiffres du chômage, on peut s'imaginer qu'on aura une augmentation considérable des demandeurs d'emploi. Ça ne va pas être possible de l'éviter, mais je pense que l'instrument du chômage partiel aidera à ce que les entreprises gardent le salarié tant que possible. Mais après la crise, il va falloir voir comment les entreprises se rattrapent et s'ils vont devoir licencier ou pas. Donc c'est un élément qui risque encore de grever le fonds de l'emploi. Question du Tageblatt. Donc l'entretien avec les partenaires sociaux, est-ce que ça fait penser que les chantiers vont bientôt ouvrir? Je ne peux pas répondre à la satisfaction du demandeur. Ici à Luxembourg, les principales communications de crise sont faites par le Premier ministre, assisté par la ministre de la Santé. Ça a bien fonctionné jusqu'à présent et je veux continuer ce système. Donc, je vais m'abstenir de répondre à cette question. Autre question du Luxembourg-Fort. L'ITEM a-t-elle sanctionné ces dernières semaines des entreprises pour non-respect des mesures de protection ou mise en danger des salariés en lien avec le risque COVID-19? Oui, il y a un certain nombre de contrôles qui ont été effectués par l'ITM. Je ne connais pas le chiffre exact, mais ce sont des milliers. Il y a déjà 19 cas, je me souviens, on a dû faire appel à la police pour que l'ITM a pu faire son travail et des sanctions ont été prises. Autre question de Luxembourg-Fort, à laquelle vous avez déjà répondu, celle sur les entreprises qui ont pris la possibilité de travailler 60 heures par semaine, dans les hôpitaux notamment. Donc, j'avais dit, pour l'instant, il n'y a pas encore d'hôpital qui a fait cette demande. J'ai dit, il y a 12 sociétés des secteurs de soins, des maisons de repos et de soins, une société de gestion de déchets. C'est la société qui exploite l'usine d'incinération à Sidor.
Donc, il y a beaucoup plus, évidemment, parce que les recycling centers, les centres de recyclage sont fermés. Et puis, ce sont encore 2 sociétés du domaine du gardiennage. Question de frontalier.lu. Concernant les pratiques des entreprises. Certaines entreprises abusent du dispositif du chômage partiel pour se séparer de collaborateurs. Quels moyens, en temps de crise sanitaire, le gouvernement a mis en place pour contrôler ces abus et, in fine, protéger les salariés? Donc, j'ai déjà annoncé tout à l'heure, nous sommes informés qu'il y a certains cas qui existent, où le risque existe que les règlements ne sont pas respectés. Nous avons décidé cet après-midi, donc une société qu'on nomme, vous savez, souvent les réclamations sont faites de manière anonyme parce que les gens ont peur. Mais quand on reçoit des noms et qu'on nous décrit concrètement des situations, nous envoyons l'ITM sur place pour faire des contrôles, des entrevues avec les personnes qui sont sur place. Et si on remarque qu'il y a des fraudes, alors on va immédiatement les transférer au parquet. Voilà, c'est la fin des questions. Et je vous remercie également.